Pensez un instant à une photographie qui semble-t-il ne devrait pas exister. Un cliché pris il y a 80 ans où des soldats nazis posent avec des sourires aux côtés d'un petit garçon blond. Cette scène troublante, découverte des décennies plus tard, a laissé les chercheurs stupéfaits. Mais c'est en agrandissant cette vieille photo décolorée que des détails choquants d'un chapitre oublié de l'histoire ont été révélés. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. Numéro 1. Pour Stella Mitchell Lee. Doctorante consacrée à l'étude de la photographie d'Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un jour comme un autre dans les archives. Des milliers d'images avaient déjà défilé devant ses yeux, mais cette photographie en particulier l'a fait s'arrêter. Sur l'impression sépia décolorée, se tenait un jeune garçon âgé d'environ 6 ou 7 ans vêtu d'un uniforme militaire miniature exactement identique à celui porté par les 5 soldats nazis qui l'entouraient. La casquette était manifestement trop grande pour sa tête. Un autre témoignage de la guerre qui me retournait l'estomac. Elle marmonna parcourant les détails du regard. Les soldats sur la photo souriaient, certains posaient même amicalement leurs mains sur l'épaule de l'enfant. C'était semble-t-il une simple curiosité militaire différente de tout ce que Stella avait rencontré auparavant, et le garçon lui-même souriait aussi. Mais quelque chose dans ses yeux, un regard à peine perceptible, perçant, contrastait avec l'ambiance joyeuse générale. Juste une autre photo de propagande, lança la voix de son collègue June derrière elle. Peut-être, répondit doucement Stella en rapprochant le visage de l'enfant sur l'écran. Mais regardez son expression. Il y a quelque chose de spécial. Ce qui avait commencé comme une numérisation de routine au centre de recherche sur le Holocauste de Melbourne s'est transformé pour Stella en une enquête captivante qui allait bouleverser toutes ses idées sur la survie dans les périodes les plus sombres de l'humanité. En découvrant cette photographie, Stella mit de côté toutes les autres recherches et se concentra entièrement sur celle-ci, espérant trouver des images similaires et dévoiler l'histoire cachée derrière cette image mystérieuse. Numéro 2. C'est alors qu'elle fit sa première découverte significative. Les soldats appartenaient à l'un des bataillons lettons les plus redoutables. Cette information fut le déclencheur de recherches encore plus approfondies. Elle trouva bientôt le nom de l'enfant Alex Kerzam. Son nom apparut pour la première fois lorsque Stella cataloguait une collection de photographies militaires transmises par des habitants anonymes de Melbourne. Parmi elles figuraient des scènes de la Lettonie occupée. Et sur certaines d'entre elles se trouvait ce même petit garçon en uniforme nazi. Au dos de l'une des photos, une écriture illisible disait « Uldis avec le 18e bataillon 1943 ». Qui était cet enfant se demanda Stella en examinant l'image. Les archives militaires confirmèrent un lien sinistre et étrange. Le 18e bataillon de police lettonne de Courlande existait bel et bien. Ce furent des complices des nazis impliqués dans les meurtres de masse de juifs à travers la Biélorussie. Mais il n'y avait nulle part un mot sur l'origine de cet enfant. Qui était-il vraiment ? Numéro 3. Stella envoya la photo pour restauration et colorisation numérique. 2 jours plus tard, elle reçut une image beaucoup plus claire. Avec June, ils recommencèrent à étudier la photographie, agrandissant chaque détail, les traits des soldats, l'environnement, essayant de trouver ce qu'ils avaient pu manquer auparavant. Ce qui pourrait éclairer leur mystère. Et alors ils remarquèrent un détail à peine discernable du visage qui les fit froncer les sourcils de confusion. Cheveux châtains, yeux bleus, nez aquilin, paupières baissées. Ce étaient des traits stéréotypés qui à l'époque étaient attribués à un groupe ethnique particulier, celui qui était soumis à un anéantissement impitoyable pendant la Grande Guerre. « Des Juifs, non, ce n'est pas possible !» s'exclama June abasourdi et totalement en déni. Et un jeune Juif avec des nazis. Même une photo avec le diable semblerait plus plausible. « C'était juste une hypothèse, oui », répondit Stella elle-même encore pas complètement convaincue. La distinction des Juifs par des caractéristiques physiques n'a pas de fondement scientifique, mais cette pratique était utilisée pendant la guerre. Donc vous voulez dire que cet enfant n'est pas un enfant soldat russe, comme nous le pensions, au début rétorqua presque avec mépris John visiblement choqué qu'ils envisagent même une telle idée. Stella secoua la tête et soupira profondément. Je dis que nous ne pouvons pas totalement écarter cela. Nous en apprendrons plus au fur et à mesure. Continuez à creuser. Le couple travaillait sans relâche, contactant des historiens du monde entier cherchant une percée. Le désir de réfuter leur hypothèse choquante alimentait leurs recherches, les poussant à vérifier minutieusement chaque détail, même le plus insignifiant. Numéro 4. Et heureusement pour eux, les réponses ne tardèrent pas. La recherche de Stella la mena à des mémoires peu connues publiées en 2007 intitulées « Talisman ».
Le livre contenait l'incroyable histoire de la vie d'Alex Kerzam, un garçon juif qui avait vécu tranquillement pendant des décennies dans la banlieue de Melbourne. Étonnamment, il avait effectivement eu des liens avec des soldats nazis en 1942 et menait maintenant une vie tout à fait ordinaire. Mais cela ne semblait pas logique. Pourquoi des soldats nazis poseraient-ils avec un enfant juif, surtout en souriant? Je n'arrive pas à y croire, murmura John pour lui-même. Qui aurait pu penser qu'après 80 ans depuis la prise de cette photo, une telle histoire stupéfiante serait révélée? Stella partageait entièrement ses sentiments. Que se passait-il réellement sur ce cliché, se demandait-elle, sentant que sa recherche prenait un tournant totalement incroyable. Un instant, elle douta même de l'authenticité de la photographie. Cela ne pouvait avoir un sens que de cette manière, car où dans l'histoire de la Grande Guerre les nazis avaient-ils montré de la compassion ou interagi avec la population juive? Cependant, plus Stella essayait de se convaincre de l'impossibilité de son entreprise, plus elle avait envie d'en savoir plus. Écartant doute et incrédulité, elle poursuivit ses recherches. Numéro 5. Bientôt elle réussit à trouver une adresse importante. Elle menait à une modeste maison dans la banlieue de Melbourne en Australie. Lorsqu'elle arriva sur place, un homme âgé aux yeux bleus perçants, exactement comme sur les photos qu'elle avait examinées, l'accueillit. C'était le protagoniste lui-même, Alex Kerzam. « Je m'attendais à ce que quelqu'un comme vous vienne, dit-il avec un sourire fatigué. Tôt ou tard, le passé finit toujours par rattraper. L'histoire qu'il partagea autour de nombreuses tasses de thé au cours des semaines suivantes était véritablement incroyable. Né dans une famille juive en Biélorussie, il ne pouvait se souvenir ni de son vrai nom ni du nom de son village. Tout avait été effacé de sa mémoire par le traumatisme. Cependant, une chose restait cristalline. La nuit où sa mère l'a réveillée dans l'obscurité. Elle m'a dit que des soldats viendraient le matin, se souvenait le vieux Kerzam. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de thé. Elle a dit que nous allions tous mourir ensemble, mais je ne voulais pas mourir. Pendant que sa famille dormait, le jeune garçon effrayé s'éclipsa discrètement dans la forêt dense qui entourait leur village. Caché parmi les arbres tremblant de froid, il fut témoin de l'inimaginable. Les troupes nazies rassemblaient les habitants juifs, y compris toute sa famille. « J'ai regardé comment il mourait, dit-il à Stella. Sa voix tremblait et se brisait. J'ai vu la ville entière être décimée. J'ai tout vu. » En confrontant son récit avec des archives historiques, Stella découvrit des documents sur le massacre dans le village biélorusse de Kaïdanovo le 21 octobre 1941. C'était l'un des deux mots biélorusses que Kerzam, devenu adulte, pouvait encore se souvenir. Les dates coïncidaient parfaitement avec son histoire. La recherche de Stella révéla ce qui se passa ensuite. Le jeune garçon survivait d'une manière ou d'une autre dans la brousse biélorusse pendant des mois, endurant l'un des hivers les plus rudes de l'histoire. Il cherchait des restes parmi les cadavres. La nuit, il s'attachait à des branches d'arbres pour éviter les attaques des loups. Son petit corps était épuisé, il souffrait constamment de la faim et des engelures, mais d'une manière ou d'une autre, il tenait bon. Puis vint le jour qui changea toute sa vie. Un patrouilleur du bataillon de police lettonne découvrit un enfant à demi affamé. En toute logique, compte tenu de ce qui arrivait aux enfants juifs dans les territoires occupés par les nazis, sa découverte aurait dû signifier une exécution immédiate. Au lieu de cela, quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Le soldat qui m'a trouvé m'a emmené dans son camp », expliqua Kerzam à Stella qui était assise en face de lui fascinée. « Ils ont décidé que je deviendrais leur talisman. » Le bataillon letton, voyant peut-être la valeur de propagande de ce petit garçon blond photogénique, le déclara orphelin russe et lui donna une nouvelle identité. Ils l'appelèrent Uldis Kurzam et lui attribuèrent même une nouvelle date de naissance. Le 18 novembre. Le jour de l'indépendance de la Lettonie. Les soldats l'habillèrent dans un uniforme sur mesure et lui donnèrent également un petit fusil Sauer qui apparaissait sur plusieurs photos trouvées par Stella. J'irais avec le diable s'il me prenait par la main, lui dit Kurzam. Son instinct de survie s'était déjà révélé remarquable. Maintenant, il devait faire quelque chose d'encore plus difficile, réprimer sa véritable identité. Numéro 6. Pendant 2 ans, l'enfant voyagea avec le bataillon, devenant témoin des atrocités commises contre des personnes qu'il considérait secrètement comme les siennes. « J'applaudissais et riais avec les soldats, avoua-t-il, mais à l'intérieur, je pleurais des rivières de larmes. » Un soldat qui, selon lui, avait découvert son secret, lui murmura un jour un conseil extrêmement important. « Ne révèle jamais qui tu es vraiment. » C'était un conseil que le garçon suivit à la lettre. Lorsque Stella parcourut les archives militaires, elle découvrit des documents confirmant qu'à mesure que la guerre avançait, le bataillon fut absorbé dans l'Afrika SS du Troisième Reich.
Ensuite, lorsque les troupes soviétiques commencèrent à repousser l'occupation allemande en Estonie et en Lettonie en 1944, les commandants du bataillon prirent soin de protéger le garçon. Le vieil homme raconta à Stella que c'est ici que commença son nouveau chapitre de vie. Il fut placé dans une famille de la classe moyenne propriétaire d'une usine à Riga-les-Aisnes. La famille Eisenès s'attacha à cet enfant charmant et finalement l'adopta. Les dossiers d'immigration de 1959 montrèrent que la famille avait émigré en Australie emmenant avec elle le jeune Uldis Kurzem. Tout ce qu'il avait emporté de son passé était une vieille valise en cuir usé qu'il montra plus tard à Stella. Elle contenait ces mêmes photos compromettantes de lui en uniforme nazi et des souvenirs trop douloureux pour y toucher. « J'ai gardé mon secret pendant 50 ans, lui dit Kerzam. Il se maria, éleva des enfants et travailla comme technicien de télévision à Melbourne. Numéro 7. Pour ses voisins et amis, il n'était qu'un immigrant letton ayant survécu à la guerre comme d'innombrables autres. Mais pour les démons dans son placard, il était simplement un homme portant deux identités, dont l'une pouvait être complètement effacée au fil des années. L'héritage juif de Kerzam, le massacre de sa famille, sa survie incroyable, tout cela demeurait enfermé avec ses photographies cachées dans sa vieille valise. Au fur et à mesure que la recherche se poursuivait, Stella apprit que ce n'est qu'au cours des années 1990 que des fissures commencèrent à apparaître dans le mur que Kurzem avait érigé autour de son passé. Les cauchemars qui le tourmentaient depuis des décennies s'intensifièrent. Le poids du secret devint trop lourd, et finalement il commença à partager des fragments de son histoire avec son fils aîné Mark. Au début, Mark pensait que je me trompais simplement, avoua Kerzam à Stella avec un sourire triste. L'histoire lui semblait impossible. Comment un enfant juif pouvait-il devenir le talisman des nazis ? Comment quelqu'un pouvait-il survivre seul dans ces forêts pendant des mois ? Cela semblait fictif Mais Mark découvrit bientôt des preuves corroborant les dires de son père, ces mêmes photos que Stella étudiait maintenant. Ainsi, en 2007, Mark publia l'histoire de son père dans un livre qui conduisit Stella à sa porte. Ce n'était que le début, car avec le temps, de plus en plus de témoignages et de coïncidences importantes émergèrent, confirmant l'histoire du vieux Kerzam. Numéro 8. Stella découvrit un film de propagande nazie de 1943, auparavant oublié dans les archives nationales. Parmi les séquences filmées, il y en avait une montrant un petit garçon en uniforme surnommé le Talisman, jouant avec des enfants ariens. L'enfant était indéniablement le même que sur les photographies, le garçon qui devint Alex Kerzam. Sa découverte la plus significative survint lors de l'étude du journal d'un soldat du 18e bataillon de police de Courland, conservé dans les archives de l'université de Stanford. L'entrée du 12 juillet 1942 rapportait que le bataillon avait adopté un fils dont les parents étaient inconnus et lui avait donné le nom d'Ulysse Kurznik. Ce journal révéla également quelque chose d'étonnant sur Kurzem au moment de sa découverte. Il avait survécu seul dans la brousse biélorusse pendant presque 8 mois. Un exploit presque impossible pour un si petit enfant. Lorsque j'ai commencé cette recherche, j'étais sceptique, avoua Stella au responsable du département. L'histoire semblait trop extraordinaire pour être vraie. Mais c'est que... J'allais entendre, mais chaque document que je trouve confirme son récit. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Des critiques émergèrent tant parmi les universitaires que parmi les internautes. Les négationnistes de l'Holocauste rejetèrent les souvenirs fragmentaires de Kerzam. Les descendants de la famille Zénèse étaient furieux d'être dépeints comme des sympathisants nazis. L'universitaire américain, le docteur Barry Resnick, et le généalogiste judiciaire Colin Fitzpatrick trouvèrent cette histoire ridicule et l'appelèrent une mystification de l'Holocauste. Le plus grand dommage à la confiance dans l'histoire fut causé par le refus de Kerzam de se soumettre à un test ADN. Kerzam évitait ce sujet, attisant les doutes. Stella soupçonnait que sa résistance provenait plutôt d'un traumatisme que d'une tromperie. Elle croyait qu'une partie de lui était encore ce petit garçon dans la forêt, essayant désespérément de cacher son identité. Peut-être que passer le test ADN signifiait une reconnaissance définitive et irréversible de qui il était vraiment, ce qu'il avait appris à craindre sous peine de mort. Finalement, en 2019, Kerzam passa un test ADN. Il avait plus de 80 ans et essayait toujours de raconter au monde son parcours traumatique de survie. Le test confirma ce qu'il avait affirmé tout ce temps. Alex Kerzam était à 100% un juif ashkénaze, et il avait des parents vivants, dont il n'avait jamais su l'existence. Je me sens toujours comme deux personnes dans un même corps, et elles ne s'entendent pas très bien, avoua-t-il à Stella lors de leur dernière rencontre. Cette dualité, un garçon juif ayant été témoin du meurtre de sa famille et un talisman nazi ayant survécu en niant sa propre identité, créa un traumatisme psychologique qui ne guérit jamais complètement.
Numéro 9. Au milieu de l'année 2020, Stella termina son livre sur la vie extraordinaire de Kerzam. Elle prévoyait de lui faire lire les épreuves pour approbation avant publication, mais la pandémie de Covid-19 et le confinement en décidèrent autrement. Malheureusement, Alex Kerzam décéda des complications liées au virus moins d'un an après. L'homme ayant survécu à l'Holocauste peut-être dans les circonstances les plus inhabituelles s'éteignit enfin à l'âge de 86 ans, dans sa ville d'adoption Melbourne. Lors des petites funérailles de Kerzam, Stella déposa une pierre sur son cercueil, une tradition juive qu'elle avait apprise durant ses recherches. Son histoire révéla les profondeurs de la survie humaine et des capacités d'adaptation incroyables. L'ironie de tout cela était qu'il avait survécu aux horreurs de l'Holocauste seulement pour être frappé par une pandémie moderne. Mais au moins dans ces dernières années, il avait retrouvé sa véritable identité et réconcilié son passé extraordinaire. Le petit talisman des photographies nazies contre toute attente vécut assez longtemps pour raconter son histoire. Et grâce à la recherche de Stella, son héritage vivra encore très longtemps. Quelle histoire incroyable! Que pensez-vous de la façon dont Alex Kerzam a survécu à ces événements? Auriez-vous caché votre identité pour survivre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.